Et donc on voit bien que le mur de drone, c'est une mesure en fait, je pense, de communication pour expliquer à l'opinion publique qu'il y a un danger extrême venant de la Russie et qu'il est absolument nécessaire d'investir, donc d'utiliser l'argent du contribuable. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'actualité avec Charles d'Anjou, président d'Omerta. Bonjour Charles, et avant de commencer, il me semble que vous avez un petit mot pour nos auditeurs. Bonjour Joséphine, bonjour à tous. Oui, je demande à nos auditeurs s'ils souhaitent nous aider, s'ils souhaitent qu'on continue de traiter de toute l'actualité, en particulier de l'actualité en Ukraine sur laquelle nous avons pris beaucoup de coups, mais qui visiblement plaît à beaucoup de gens, parce qu'on donne un autre regard sur cette guerre. Il faut absolument vous abonner à cette chaîne YouTube. La plupart d'entre vous, de ceux qui regardaient la vidéo, ne sont pas abonnés à cette chaîne. Et vous le savez, j'en ai parlé, nous faisons l'objet régulièrement de mesures pour invisibiliser nos vidéos et pour réduire la portée de nos informations, de nos analyses, et pour contrer ces mesures de rétorsion de grandes plateformes de réseaux sociaux. Il n'y a qu'un seul moyen, c'est de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Beaucoup d'entre vous, la plupart, ne sont pas abonnés. Je vous demande donc, si vous souhaitez nous aider, de regarder cette vidéo évidemment, mais surtout de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Merci à tous. Alors pour commencer, suite aux incursions de drones au Danemark de la semaine dernière, ce pays a accueilli hier une dizaine de dirigeants européens afin de discuter d'un système de défense et du soutien de l'Ukraine face à la Russie. Au programme, l'Union européenne prévoit donc de mettre en place rapidement un mur européen anti-drone, une surveillance du flanc Est, ainsi qu'un bouclier de défense aérienne et spatiale. Mais ma première question, c'est est-ce qu'un mur anti-drone serait réellement une solution durable ? Alors la première chose qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, il y a des incursions d'avions russes, qu'il y a beaucoup de drones qui circulent et dont on ne connaît pas d'ailleurs la provenance. Certains viendraient de Biélorussie, d'autres, comme ceux qui ont survolé le Danemark, on ne sait pas. Il y a des soupçons que ce soit des drones envoyés par les Russes, mais pour l'instant, nous n'avons aucune preuve. Là, on a encore une fois, je dirais, c'est la cour d'école des dirigeants européens. Ça a commencé d'ailleurs avec Volodymyr Zelensky qui a déclaré, je cite, après les envois de drones sur le Danemark, nos gars sont arrivés en Ukraine. C'est totalement ridicule. Et c'est une mise en scène encore du président ukrainien qui, rappelons-le, n'arrive pas à protéger son propre territoire des drones russes. Le record, il y a quelques jours, d'envoi de drones russes sur l'Ukraine a été battu avec plus de 800 drones en une seule nuit. Et hier, c'est encore 600 drones. Et si certains sont abattus par la défense antiaérienne ukrainienne, sponsorisée à coups de milliards par les Européens et par les Américains du temps de Joe Biden, beaucoup de ces drones atteignent leur cible en Ukraine. Des centrales énergétiques, des points logistiques, des bases militaires. L'Ukraine est une passoire pour les drones russes. Et donc on a cette déclaration de Zelensky qui fait un peu, qui dispute la figure du coq-lait à Emmanuel Macron et qui c'est ridicule, qui a dit que, en gros, l'équipe des Ukrainiens, des shérifs, des cow-boys ukrainiens est arrivée pour protéger les pauvres Européens. C'est tout à fait ridicule quand on voit la situation de l'Ukraine. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si ces drones qui survolent le ciel européen sont des drones russes, il faut d'abord dire que ce sont des drones non armés, ce sont des drones qui perturbent des activités aériennes, des activités aéroportuaires, ça c'est certain, mais ce sont des drones non armés, ce qui veut dire que, je dirais, c'est une réponse, je dirais, des Russes qui cherchent un peu peut-être à perturber les activités notamment aéroportuaires européennes, mais sans qu'il y ait de conséquences gravissimes, puisque ces drones, je dirais, n'ont pas de vocation offensive. D'autre part, il faut, si on réfléchit un peu et qu'on prend du recul, il faut bien aussi dire que c'est une réponse c'est la réponse du berger à la bergère, puisque les Européens, dans cette guerre,
entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas de gentils petits agneaux, qu'on sait qu'évidemment qu'ils financent l'Ukraine, mais ils ne font pas que ça. Les pays européens, ceux qui en sont dotés notamment, fournissent à l'Ukraine des renseignements satellitaires qui permettent aux drones ukrainiens, aux missiles ukrainiens, de frapper le territoire russe. Pas de frapper les troupes russes en Ukraine, de frapper le territoire russe, notamment des infrastructures civiles, des infrastructures énergétiques, des infrastructures logistiques, aussi des immeubles civils. Moi, je l'ai vu à Belgorod et à Koursk. Et donc, il est quelque part, du point de vue russe, si on se met à la place des Russes, il est quelque part logique de vouloir un peu perturber et donner une réponse, apporter une réponse aux pays européens. Ce renseignement satellitaire, sans ce renseignement satellitaire, l'armée ukrainienne serait aveugle. Et on en a eu une preuve lors de l'offensive russe sur Soudja, au mois de décembre, lorsque Donald Trump a décidé de couper le renseignement satellitaire à l'Ukraine pendant 3-4 jours. Ça a permis aux Russes d'avancer, de reprendre la ville de Soudja et d'expulser les Ukrainiens de la poche de Koursk. Donc voilà, donc c'est je dirais, entre guillemets, c'est de bonne guerre si les Russes font ça. Mais encore une fois, il n'y a pas de. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être des drones armés, etc. Ce qui n'est pas le cas. Alors la réponse européenne, effectivement, c'est de, je dirais, pris de panique, parce qu'en réalité, l'Europe est vulnérable. D'abord, globalement, sur un plan sécuritaire, elle est extrêmement vulnérable. Il faut rappeler quand même qu'on a une menace terroriste qui n'a jamais cessé, qui est extrême, qui est radicalisée, en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, et que, je dirais, c'est un problème de plus pour l'Europe, mais l'Europe est déjà en grave difficulté sur le plan sécuritaire. Et les réactions des dirigeants européens, c'est de demander un mur de drones, donc c'est une solution extrême et radicale, comme si, je dirais, on pouvait se protéger de drones venant de la Russie. Ce qu'a rappelé d'ailleurs le général Pellistrandi sur BFM est impossible, puisque les Russes, si on développe un peu le champ des possibilités dont dispose le Kremlin, pourraient très bien faire ce que les Ukrainiens ont fait, je dirais, dans la Russie profonde, c'est-à-dire envoyer des camions chargés de drones armés avec, par exemple, des dispositifs explosifs ou même des têtes de roquettes anti-chars RPG qui se trouvent dans les banlieues françaises. On peut acheter tout ça. Tout ça est disponible en France. Hein. Emmanuel Macron, d'ailleurs, devrait commencer par s'attaquer au marché de l'armement clandestin et au narcotrafic. Je pense que ce serait peut-être plus utile pour la sécurité des Français que de lutter contre quelques drones dont on ne sait pas d'où ils viennent. Mais je reprends, les Russes pourraient faire exactement la même chose, c'est-à-dire envoyer des camions avec des drones armés, ce qui est quasiment indétectable. Et d'ailleurs, les Russes en ont fait les frais, puisqu'ils ont plusieurs aéroports militaires qui ont été touchés par ces drones. Et donc, on voit bien que le mur de drones, c'est une mesure, en fait, je pense, de communication pour expliquer à l'opinion publique qu'il y a un danger extrême venant de la Russie et qu'il est absolument nécessaire d'investir, donc d'utiliser l'argent du contribuable une nouvelle fois, non seulement pour aider l'Ukraine, qui est toujours sous perfusion financière européenne, mais maintenant pour construire un nouveau dispositif qui, de l'avis des experts, est globalement assez inefficace. Et le deuxième point, c'est le lobbying des pays baltes et de la Pologne, qui évidemment pousse en faveur d'un mur anti-drone qui serait sur leur territoire, et pousse aussi leurs entreprises nationales pour la constitution de ce mur anti-drone, avec évidemment derrière les subventions européennes. Donc tous ces pays, via ce mur anti-drone, ces pays ont bien compris que ça permettait aussi de faire fonctionner leur économie nationale, d'obtenir des contrats pour leurs entreprises nationales. Et encore une fois, l'efficacité est toute relative. Et l'Ukraine le sait, puisque l'argument pour pousser à ce mur anti-drone, c'est les dirigeants européens qui nous disent qu'en Ukraine, ça fonctionne extrêmement bien et qu'il faut s'appuyer sur l'expérience ukrainienne. Le problème, comme je l'ai rappelé, c'est que l'Ukraine est une passoire à drones. La défense antiaérienne fonctionne un peu dans l'intérieur des terres pour protéger certaines infrastructures vitales, et encore, beaucoup d'entre elles sont touchées.
mais sur toute une partie de l'Ukraine, sur la partie est de l'Ukraine, le mur anti-drone est globalement inefficace. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte des opérations et les comptes rendus quotidiens des opérations, les drones kamikazes russes font mouche plusieurs centaines de fois par jour sur des véhicules blindés, sur des immeubles, sur tout un tas d'infrastructures. Et ça, c'est sur la partie, je dirais, est, qui est censée être la partie la plus, je dirais, la plus fournie en équipement. Voilà. Donc, on est dans la panique, on est dans l'improvisation et on est dans l'opération de communication pour les Baltes pour expliquer qu'il leur faut de l'argent pour se protéger. Et évidemment, l'argent, les subventions fournies aux Baltes, elles sont payées par les plus gros contributeurs européens, dont l'Allemagne et dont la France. C'est pas payé par évidemment pas payé par les Portugais. Et dernière chose, l'efficacité de ce mur anti-drone n'est pas prouvée. Donc on est embarqué globalement dans une nouvelle étape qui tend à expliquer aux contribuables européens que de toute façon, il va falloir payer pour l'Ukraine et pour les pays baltes. C'est vrai que ça s'essouffle un peu avec Gaza, avec Israël. L'attention du monde et de l'opinion publique et de l'opinion médiatique s'est déplacée. On n'est plus trop sur l'Ukraine depuis plusieurs semaines. Là, l'idée, c'est vraiment, comme on entre dans une nouvelle phase de la guerre, que le contribuable européen soit bien conscient et qu'il est bien intégré, bien accepté et bien baissé la tête pour continuer à payer pour les Ukrainiens et les Baltes. Mais donc, pensez-vous que cette décision de mur anti-drone est démesurée et quelles en seraient les finalités? Alors j'ai dit, c'est globalement, l'efficacité est toute relative. En tout cas, elle n'est pas prouvée. Et si elle n'est pas prouvée, nécessite-t-elle autant d'investissements, c'est-à-dire des dizaines de milliards d'euros, pour quelque chose dont on ne connaît pas l'efficacité? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est évidemment, quand on a des drones qui volent, on a vu les images sur des aéroports européens, il faut évidemment des dispositifs pour les neutraliser. Mais là aussi, techniquement, c'est extrêmement compliqué, parce que quand vous neutralisez un drone, ça veut dire que vous le faites tomber. Et quand vous le faites tomber au-dessus d'un aéroport, avec des avions au sol, avec des gens, des passagers dans les terminaux, etc., c'est extrêmement risqué. Donc on est sur une menace, je le redis, qui perturbe, pas qui attaque, mais qui perturbe, et à laquelle il est très difficile de répondre. C'est pour ça que, je dirais, le mur anti-drone est globalement inefficace, parce que si vous avez un drone d'observation, il suffit d'acheter un drone d'observation dans le marché, vous l'envoyez au-dessus d'un aéroport, le trafic aérien est automatiquement perturbé. Et ça, le mur anti-drone ne peut rien faire. Et on ne peut pas mettre des dispositifs anti-drone sur tous les aéroports européens, parce que là, c'est plus des dizaines de milliards, c'est des centaines de milliards d'euros que ça va coûter. Donc, il faut... le problème des Européens, c'est qu'il y a une surréaction, il y a une panique et une surréaction, et l'envie d'instrumentaliser tout ça pour en faire un argument de soutien à l'Ukraine. Si on est sur le plan purement sécuritaire, il faudrait, réfléchir et pousser à des dispositifs adaptés pour neutraliser les drones. Mais je le redis, c'est extrêmement compliqué, parce que quand vous neutralisez un drone en Ukraine ou que vous le détruisez, le point de chute du drone au sol peu vous importe. D'ailleurs, il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de dégâts collatéraux causés par la chute de drones en Ukraine sur des infrastructures civiles qui font beaucoup de dégâts. Imaginons la même chose en Europe sur un aéroport, c'est absolument catastrophique. Donc, je dirais, il faudrait laisser faire les spécialistes, sans aucune propagande, sans aucune opération de communication, et peut-être que là, on pourrait trouver des dispositifs adaptés, qui sont d'ailleurs nécessaires. Je rappelle aussi que la menace anti-drone, là on parle de la Russie, mais la menace anti-drone, depuis le développement de cet usage offensif des drones, il est à la portée de n'importe quel dingo radicalisé d'une banlieue de Berlin ou de Paris ou d'ailleurs. Donc il y a un vrai sujet technique, un vrai sujet de sécurité qui dépasse largement la question de l'Ukraine et sur laquelle on n'est absolument pas au point. Voilà. Quid du financement de ce mur, sachant que l'Union européenne est endettée? Alors c'est tout le problème, c'est tout le problème. L'aide, officiellement, l'aide de l'Union européenne à l'Ukraine, c'est 200 milliards d'euros. Les pays européens, alors
notamment la France, certains ont réduit leur endettement, c'est le cas de l'Italie, la France est surendettée. Et il n'y a aucune volonté politique de prendre les choses à bras-le-corps. On gagne du temps systématiquement. On repousse les mesures qui pourraient réformer et baisser l'endettement. Mais par contre, on sort le portefeuille pour aider l'Ukraine. Tout ça, je le dis, c'est une course, en fait, c'est une course en avant dans laquelle le contribuable français, le contribuable européen, est obligé et manipulé pour financer l'Ukraine, alors que nos pays sont surendettés et alors que la guerre en Ukraine pourrait finalement s'arrêter assez facilement si les Ukrainiens, si Volodymyr Zelensky et si ses sponsors européens acceptaient de négocier sur des bases réalistes avec Vladimir Poutine. Évidemment, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky cherchent à protéger la souveraineté de l'Ukraine, mais la souveraineté de l'Ukraine sur une base pragmatique. Aujourd'hui, la position, dans les débuts de négociations qui ont eu lieu à Istanbul, la position des Ukrainiens et des Européens, c'est la récupération de l'intégralité du territoire ukrainien pris par les Russes depuis 2022. Ce qui veut dire, et depuis 2014, ce qui veut dire le Donbass, ces régions intégrées à la Fédération de Russie en 2023, et la Crimée, prise par les Russes en 2015 et rattachée à la Fédération de Russie. Et cette position ultra-radicale empêche toute discussion, toute négociation, et empêche la signature d'un accord de paix, alors que Vladimir Poutine a signifié très clairement que si ces revendications territoriales étaient acceptées, avec évidemment la levée des sanctions, la reconnaissance internationale de l'appartenance de la Crimée à la Russie, il était prêt à signer un accord de paix. En fait, la position ultra-radicale anti-russe des Européens empêche tout accord de paix. Et on se demande même si l'intérêt des Européens n'est pas finalement de pousser à cette guerre, non pas pour des raisons économiques, parce que d'ailleurs l'Ukraine n'a jamais été un partenaire économique des pays de l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne ont toujours beaucoup investi en Russie. Il y a eu des relations extrêmement étroites dans les secteurs économiques avec la Russie, jamais avec l'Ukraine. Donc on ne voit pas l'intérêt, si ce n'est un intérêt vraiment idéologique, une pure guerre idéologique, de poursuivre sans fin cette guerre avec la Russie, en pensant que cette guerre finalement va être gagnée car la Russie va s'effondrer. Souvenons-nous qu'au début de cette guerre, Bruno Le Maire avait dit qu'il allait livrer une guerre économique et financière totale à la Russie et qu'il mettrait la Russie à genoux. Je le dis d'ailleurs, la réponse des drones russes, c'est aussi un peu ça. C'est aussi un peu les Européens qui veulent la guerre avec la Russie, qui veulent la défaite de la Russie pour soutenir l'Ukraine, alors que les intérêts, au moins les intérêts français, à la limite les autres peuvent parler en leur nom, mais les intérêts français n'ont jamais été en Ukraine. On ne voit pas pourquoi la France soutient à ce point l'Ukraine, alors qu'elle n'a aucune chance de récupérer ses territoires, dans une guerre contre la Russie avec laquelle nous avions des intérêts extrêmement étroits. Pourquoi finalement? Et là, c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les Européens, d'ailleurs, qui se plaignent de la présence de drones, n'ont absolument rien dit lors du sabotage du gazoduc Nord Stream 2, détruit maintenant, on le sait, par un commando ukrainien avec une logistique occidentale. Là, il n'y a eu absolument aucun problème. C'est pourtant sur le territoire européen. C'est un gazoduc qui approvisionnait l'Allemagne. Alors, il y a des investigations, il y aura un procès, il y a eu des arrestations, mais on n'a eu aucune levée de bouclier sur ce sabotage ukrainien au cœur de l'Europe. Voilà, donc, je dirais, cet épisode des drones, c'est vraiment un... Ça donne du grain à moudre aux dirigeants européens qui s'essoufflaient un peu dans cette guerre contre la Russie, car ils n'arrivent pas à obtenir les objectifs qui s'étaient fixés. La Russie tient tête, la Russie continue à mener cette guerre. Il y a certainement une probabilité d'intensification encore dans les semaines qui arrivent, on va en parler, sur le front. Et donc tout est bon pour essayer de conserver l'attention
du grand public et du contribuable européen sur l'absolue nécessité de soutenir ce pays, dans une guerre qu'il ne peut pas gagner. Alors justement, lors de cette rencontre, un point sur la situation en Ukraine a également été fait. Et quel est l'état du front actuellement en Ukraine, sachant qu'hier, Moscou a encore revendiqué la prise d'un village dans la région de Dnipro? Oui, alors, le grand argument en ce moment sur les chaînes d'infos, c'est l'économie russe est en train de s'effondrer. Bon, je vais vous dire, étant régulièrement sur place, c'est pas du tout ce que je vois. On nous a un moment parlé cet été, c'était un autre argument, c'était il n'y a plus d'essence dans les stations service russes. Là aussi, c'est pas du tout ce que j'ai constaté. Donc là, on est sur un peu une nouvelle séquence qui s'ouvre, dans laquelle on voit que les Russes envoient de plus en plus de drones et intensifient leur offensive sur plusieurs points du front. Ce qui veut bien dire que, je dirais d'abord, la population russe, qui évidemment ne s'est pas réjouie de cette guerre, fait toujours bloc autour de Vladimir Poutine, ce qui veut dire aussi que les volontaires sont toujours aussi nombreux à signer des contrats d'engagement pour servir dans l'armée russe. Je le rappelle, un soldat sur deux dans l'est de l'Ukraine, côté russe, est un volontaire. Ce n'est pas un militaire de carrière. L'armée russe est largement, pour ce qui est de ses effectifs et pour ce qui est de ses meilleurs matériels, est largement préservée loin du front. Et aussi, évidemment, les Russes ont les moyens techniques de mener cette guerre et de l'intensifier. De plus en plus de drones, on l'a dit, qui sont envoyés, et puis des opérations qui s'intensifient autour de points clés, la ville de Kupiansk, la ville de Pokrovsk, et cette nouvelle région de Dnipropetrovsk, dans laquelle les Russes sont entrés il y a, je pense, bientôt 4 mois, si je ne dis pas de bêtises, et sur laquelle ils développent leur offensive parce qu'elle elle ne fait pas partie de ces régions qui sont très urbanisées, très industrialisées de l'est de l'Ukraine, et les Russes finalement progressent assez facilement, et donc comme tu l'as dit, ils développent leur offensive. Ceci étant, la priorité pour les Russes, ce sont les forteresses ukrainiennes dans le Donbass, qui sont des points extrêmement bien fortifiés, et que les Russes attaquent, je dirais, avec méthode et en faisant l'économie des moyens, car les Ukrainiens se battent bien, les Ukrainiens sont courageux, les Ukrainiens sont bien équipés, et donc, je dirais des deux côtés, c'est une guerre de petits assauts, c'est une guerre de drones, et c'est pas du tout la caricature qu'ont donné les médias mainstream, où on dit qu'il y a des milliers de soldats russes qui sortent des tranchées pour monter l'assaut. C'est pas du tout ça, la réalité du terrain n'est pas du tout celle-là. Nous sommes en automne, c'est la période où les deux armées sont en train de se réapprovisionner. Côté ukrainien, c'est de plus en plus compliqué parce que les Russes ont maintenant touché des points logistiques, des nœuds logistiques très importants. Mais il est vraisemblable que les Russes accélèrent dans les semaines qui viennent pour pouvoir, à court terme, d'ici 2 à 3 mois, pouvoir faire tomber les villes de Pokrovsk et de Kupiansk avant de poursuivre. Il faut rappeler aussi que dans ces négociations qui ont échoué, parce que les Européens ne peuvent pas admettre, je dirais, la défaite de l'Ukraine sur ces territoires du Donbass déjà pris par les Russes, parce que ce serait une humiliation, parce qu'aussi ils ont besoin de cette guerre pour continuer à leur entreprise de mise en place d'un fédéralisme européen, d'une fédération européenne, que Volodymyr Zelensky a besoin de cette guerre parce que c'est une guerre qui permet d'obtenir des subsides européens, qui permet de le mettre en scène. Eh bien, les Russes, dans ce contexte, vont continuer à pousser et vont continuer à détruire l'armée ukrainienne où elle se trouve dans l'est de l'Ukraine, et partout d'ailleurs en Ukraine, et à prendre comme ça, point d'appui après point d'appui, les positions ukrainiennes. On l'a déjà dit, les Russes et les Ukrainiens d'ailleurs sont prêts à ce que cette guerre dure. Mais simplement, le problème pour les Ukrainiens, c'est que mois après mois, ils reculent. Alors on explique que c'est un grignotage russe. C'est vrai, le problème c'est que grignoter pendant 1 mois, c'est une chose, mais grignoter pendant 2 ans et demi ou 3 ans, c'est autre chose. Les surfaces ne sont pas les mêmes.
Et là, ce qui va se passer, c'est que dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 1 an et demi qui arrivent, eh bien, s'il n'y a pas d'accord, les Russes vont continuer à avancer. Rappelons aussi que les Russes peuvent avancer parce qu'ils ont le soutien, évidemment, on le sait, des Nord-Coréens, mais aussi des Chinois, mais aussi des Indiens, le soutien indirect de la plupart des pays du Moyen-Orient, la plupart des pays d'Afrique, et que, évidemment, ce soutien qui n'a jamais manqué, qui n'a jamais fait défaut aux Russes, il est toujours présent dans cette nouvelle phase de la guerre, alors que Trump est arrivé, alors qu'il y a de plus en plus de sanctions sur la Russie. Et on voit bien que, je dirais, les Russes ont suffisamment d'assurance en interne et de la part de leurs alliés pour pouvoir maintenir, je dirais, leur position, ne rien lâcher aux Européens sur ce qu'ils ont demandé lors des négociations à Istanbul, et je dirais entreprendre de corneriser, de tordre le bras de Volodymyr Zelensky de plus en plus pour, je pense, c'est la visée des Russes, atteindre, je dirais, un point de non-retour qui force les Ukrainiens à devenir plus raisonnables à la table des négociations, car la menace ensuite, une fois que toutes ces villes auront été prises, si elles le sont, par les Russes, eh bien, c'est un développement de l'offensive russe plus à l'ouest, en direction des villes situées sur le Dniepr. Alors pour terminer cette émission, l'Union européenne est-elle encore en mesure de financer des aides pour ce pays qui est déchiré par la guerre? Alors oui, elle en a les moyens. Rappelons quand même à nos auditeurs que l'aide européenne, c'est au moins 200 milliards d'euros à l'Ukraine. Pour une partie, c'est de l'argent c'est des donations. Pour l'autre partie, ce sont des prêts accordés à Kiev, mais qui ne seront jamais remboursés, disons la vérité. L'Ukraine n'a pas et n'aura jamais les moyens de rembourser ces prêts. L'Ukraine était en banqueroute quasiment, était portée à bout de bras par le Fonds monétaire international avant la guerre. L'Ukraine est un pays qui était et qui est toujours rongé par la corruption. L'Ukraine est un pays qui ne remplit aucune des conditions pour intégrer l'Union européenne. C'est exactement pareil pour la Moldavie. Ce sont des pays dont les politiques sont catastrophiques depuis très longtemps, qui n'ont pas de politique économique. Donc l'avenir du contribuable européen, selon Ursula von der Leyen, et celui du contribuable français, selon Emmanuel Macron, c'est de continuer à payer pour l'Ukraine. Donc pour continuer à payer pour l'Ukraine avec un argent qui ne reviendra jamais, il faut un narratif. Si on explique que tout va bien et que, en fait, ça peut poser problème. Donc il faut en permanence dramatiser la menace russe. Il faut expliquer que les Russes peuvent attaquer un pays européen, ce qui évidemment, compte tenu des difficultés rencontrées en Ukraine et qui sont normales, puisqu'on l'a redit, cette guerre, c'est une guerre de haute intensité avec une armée ukrainienne extrêmement bien équipée, courageuse, etc., n'est absolument pas crédible. Qui peut croire que la Russie a pour objectif d'envahir les pays de l'Europe occidentale ou même des pays baltes, armés, soutenus par les pays européens qui ont d'ailleurs une présence militaire sur place. Tout ça n'est pas crédible, mais tout ça, c'est le narratif pour que les gens continuent à payer et que les gens ne posent pas trop de problèmes. On sait très peu de choses sur ces emprunts donnés à l'Ukraine, on sait très peu de choses sur la quantité de matériel et sur les montants fournis à l'Ukraine. Donc oui, l'Union européenne, parce que l'Union européenne, comme le contribuable européen, est riche et a des moyens, donc il peut continuer à passer à la caisse. Pour quels objectifs? À part cet objectif idéologique, on n'a pas très bien compris les intérêts des pays de l'Union européenne. Au moins, les intérêts des pays baltes, oui, c'est récupérer de l'argent, récupérer des subventions, récupérer des équipements, récupérer des contrats, ça on a bien compris. L'intérêt du contribuable français, on n'a toujours pas compris. Voilà. Donc, ce qui est en plus inquiétant, c'est que toute l'aide fournie à l'Ukraine ne sera pas suffisante. C'est-à-dire qu'il va falloir repayer. Donc, si on a déjà fourni 200 milliards d'euros, si la guerre dure encore 1 an et demi ou 2 ans, quel va être le montant de l'addition? Est-ce que ça va être encore 200 milliards et où va-t-on les trouver? Je rappelle que l'accord avec le Mercosur, signé par Ursula von der Leyen, est un accord qui quasiment assassine l'agriculture française. Je rappelle aussi que depuis des années, le contribuable français
paye pour les pays de l'Est qui sont en développement. On a quand même récupéré un certain nombre de pays qui, à la chute de l'Union soviétique, étaient dans un état vraiment catastrophique. Le contribuable français, le contribuable allemand ont permis à ces pays de se développer. Et là, il va falloir payer pour l'Ukraine. Et je dis ça, c'est sans compter la facture de la reconstruction de l'Ukraine, dont on ne parle pas, mais qui va être aussi colossale. Voilà. Donc oui, tant que le contribuable européen, je dirais, ne dit pas stop, il est évident que Bruxelles et Paris vont continuer à essayer de le considérer comme une vache à lait, vont continuer à essayer de le traire le plus possible pour soutenir leur ami Zelensky. Merci Charles pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. À très bientôt.